Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Présidentielle 360. Voici les titres. Manuel Valls va-t-il se rallier? Emmanuel Macron, l'ancien Premier ministre, réunit ses soutiens à l'Assemblée nationale. Il hésite toujours sur la ligne à adopter après avoir renoncé à parrainer Benoît Hamon. Nous serons en direct du Palais Bourbon dans un instant. Pénélope Fillon, attendue chez les magistrats, elle risque à son tour une mise en examen. Pendant ce temps, les fillonistes poursuivent l'offensive sur le cabinet noir. Mais qu'en est-il exactement? Sur quoi se fonde cette accusation? Pourquoi les affaires sortent en période électorale? On ouvre le débat dans cette édition. Le docteur Michel Aubier, cité à comparaître pour parjure devant le Sénat. Le pneumologue avait caché ses liens avec Total lors de son audition sous serment par une commission d'enquête sénatoriale. L'audience doit avoir lieu le 14 juin prochain devant le tribunal correctionnel de Paris. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct sur Twitter, #présidentielle 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, l'heure du choix pour Manuel Valls, le perdant de la primaire socialiste, rencontre une nouvelle fois ses soutiens à l'Assemblée nationale. Il y a 15 jours, il avait annoncé qu'il refusait de parrainer Benoît Hamon. Va-t-il pour autant annoncer son ralliement à Emmanuel Macron? Rien n'est moins sûr, il sait qu'il n'est pas le bienvenu. Alors pour en parler, on va tout de suite retrouver en direct de l'Assemblée nationale Saveria Rojek. Est-ce que la réunion a débuté? Est-ce qu'on sait un peu plus le choix de Manuel Valls? Absolument Delphine, la réunion a débuté, le choix de Manuel Valls non pas encore, mais en tout cas on a pu voir arriver Elisabeth Guigou, Claude Barthelone, les ministres Jean-Jacques Urvoas, Juliette Méadel ou encore les sénateurs Didier Guillaume, Michel André et Jean-Pierre Sueur. Alors l'objectif de cette réunion c'est bien de trancher pour ou contre un éventuel soutien à Emmanuel Macron après un déjeuner tout à l'heure, vous l'avez dit, au Sénat. L'ancien Premier ministre a réuni ses troupes ici à l'Assemblée. Chez les Valsistes, il y a deux camps. Ceux qui prônent un ralliement avant le premier tour et les autres qui préfèrent rester neutres. D'après nos informations, Manuel Valls n'aurait pas encore tranché, il est prudent. Son objectif bien sûr c'est de conserver ses troupes pour l'après-présidentielle. Équation compliquée pour Manuel Valls. Sur le fond, les désaccords sont actés avec Benoît Hamon. Mais comment soutenir Emmanuel Macron sans donner le sentiment de se rallier ou encore même de se vendre? Et surtout comment peser dans la future majorité? Certains poussent à une rupture rapide. C'est le cas du député Malek Bouti qui veut un soutien avant même le premier tour. D'autres au contraire penchent plus pour la discrétion. Et là, c'est le cas de plusieurs ministres pour qui le moment n'est pas encore venu. Leur argument, Emmanuel Macron n'a pas besoin de renfort maintenant. Emmanuel Macron qui dit lui vouloir, Delphine, être le maître des horloges. Merci beaucoup Saveria pour vos précisions. Et Benoît Hamon était quant à lui à Berlin où il a rencontré Angela Merkel. Il a exposé à la chancelière allemande ses divergences, notamment sur la question des déficits. En revanche, et vous le voyez sur ces images, il a reçu le soutien du chef de file du SPD, Martin Schulz. À l'issue d'une rencontre entre les deux hommes, Benoît Hamon a rappelé la bataille qu'ils menaient ensemble contre l'extrême droite. On l'écoute. Il y a une singularité dans le débat politique français qui, je crois, préoccupe légitimement beaucoup de dirigeants allemands, tout particulièrement les dirigeants sociodémocrates allemands, c'est le poids de l'extrême droite, le risque que le vote Le Pen ferait peser sur l'avenir de la France et donc la place de la France dans l'Europe et donc le projet européen. Ce vote est lié au maintien ou à la poursuite de politiques d'austérité en Europe et moi je considère que l'austérité est un dogme. Et comme tous les dogmes échappent à la raison et quand on poursuit des politiques d'austérité, on prend le risque déraisonnable de fabriquer des réponses politiques qui risquent d'ensevelir le projet européen. 4 candidats à la présidentielle sur le grill des patrons. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jacques Cheminade ont été auditionnés sur leurs programmes économiques par le MEDEF. Les chefs d'entreprise inquiets d'une éventuelle sortie de l'euro. Cécile Sixou. Madame Le Pen, bonjour. C'est une première, Marine Le Pen invitée à la table des patrons pour présenter son programme économique. Bien, Monsieur le Président, qui n'est pas là je crois mais qui ne va pas tarder. Beaucoup sur ses notes. Sur la défensive, la présidente du FN n'était pas en terrain conquis. Croyez-vous, Madame Le Pen, que la sortie de l'euro soit la meilleure méthode pour créer la confiance? D'abord que mes propos soient bien compris. Ce sont les Français qui vont décider, c'est clair.
Moi, je vais aller, élue présidente de la République, engager une négociation avec l'Union européenne. Parce qu'on voit bien qu'il y a toute une série de choses quand même qui ne fonctionnent pas et que notre économie aujourd'hui est au bord de l'asphyxie. François Fillon, lui, a eu le droit à une séance photo avec le patron du MEDEF. Ici, le candidat LR est loin des affaires, plus applaudi que les autres par les représentants des patrons, notamment sur ses propositions de baisse des charges des entreprises, mais aussi des dépenses publiques de 100 milliards d'euros. Son programme est de loin le plus séduisant pour Pierre Gattaz, le président du MEDEF. Un programme économique de François Fillon, économique et social, qui a une vision vers le plein emploi, une ambition, dont les réformes restent tout à fait pragmatiques, cohérentes, pour aller vers la croissance. Emmanuel Macron, lui, a été chahuté par les patrons qui, sans lui être hostiles, attendent des clarifications sur son programme. La première mesure que vous allez prendre en tant que président de la République, si vous êtes élu, concrètement, à quelle date, ça va être quoi pour nos entreprises? La première mesure, ce sera la réforme du droit du travail. La réforme du droit du travail, mais ça va vous prendre un temps infini. C'est vider un étang avec une petite cuillère. Quant à Jacques Cheminade, Pierre Gattaz n'y est pas allé par 4 chemins. Si le candidat est sympathique, son programme économique n'est pas du tout cohérent ni crédible. Et premier invité de notre multiplex, Alain Houpert, sénateur LR de la Côte d'Or. Il est à votre micro, Tam. Oui, Alain Houpert, je voudrais d'abord vous faire réagir à ce qu'a pu dire Emmanuel Macron cet après-midi. Il est sûr d'avoir une majorité aux législatives. Il veut également complètement renouveler la vie politique avec une moitié de candidats issus de la société civile. Eh bien, je suis admiratif devant les gens qui ont des certitudes. Les certitudes, ça mène toujours, souvent, dans le mur et on le voit dans cette campagne. Peut-être que celui qui a le plus de solitude risque de perdre. Donc je ne pense pas que M. Macron puisse être dans cette perspective de ralliement parce que s'il est élu, il sera élu par défaut, par dépit, par défiance. Et il y aura un troisième tour qui sera celui des législatives où les citoyens français à qui on a ravi l'élection voteront pour un programme de redressement national et je pense que ça sera celui des Républicains. On va également parler bien sûr de la droite, de sa situation. Comment jugez-vous la stratégie de défense de François Fillon, le cabinet noir, s'en prendre à l'exécutif, estimer qu'il y a un complot à son encontre? Il y a des campagnes qui sont exaltantes, dans lesquelles on a envie de s'élever, dans lesquelles on a envie de prendre le pouls du territoire, dans lesquelles on avait envie de réfléchir ensemble à des stratégies, à l'avenir. Ce n'est pas le cas, là. Ce n'est pas le cas parce que cette campagne, elle est nauséabonde. Nauséabonde parce que on montre des hommes, on montre des ralliements, mais on ne parle pas vraiment des problèmes des Français. Et le problème des Français, c'est 6 millions de chômeurs et actuellement, on est en train de négocier les allocations chômage. On n'en parle pas. On ne parle pas de la sécurité, on ne parle pas de l'immigration. Et sur cette stratégie de s'en prendre à l'exécutif et d'estimer qu'il est visé par un complot? Je pense que c'est une erreur de se mettre en victime. Parce qu'en communication, c'est ce qu'on appelle le triangle de Chapman, persécuteur, sauveur, victime. Il ne faut jamais être dans ce genre de situation parce que automatiquement le candidat qui est dans cette situation se met dans les cordes. Et j'ai le sentiment l'impression de voir un candidat qui est dans les cordes. Impossible de remonter selon vous le classement et de pouvoir se classer deuxième, lui qui est aujourd'hui bon troisième derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est ce que j'espère pour lui. Mais je suis un homme de terrain, comme je vous l'ai souvent dit, je suis un homme qui au contact, un homme qui aime l'intimité et qui aime le relationnel en tant que médecin et j'entends, j'écoute et j'entends beaucoup de déceptions face à des attitudes, face à un manque de probité. C'est ce que mon prédécesseur, Madame la sénatrice, a dit tout à l'heure. C'est ce qu'on entend, ce manque de probité dans tous les territoires de France. Et je pense qu'il y aura une sanction, qui va être prolongée par l'élection d'un président par défaut et des sanctions pour moraliser la vie politique. Merci beaucoup Alain Houpert d'avoir répondu à nos questions. Merci.
Merci beaucoup Tam pour cette réaction. Emmanuel Macron, justement en quête d'une majorité parlementaire, il a présenté ses propositions pour moraliser et renouveler la politique. Pour lui, les investitures des candidats En Marche pour les législatives se feront par vagues successives d'ici au lendemain du second tour de la présidentielle. Géraldine Bavoilot. À 25 jours de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est venu convaincre qu'il dispose d'une majorité parlementaire. Quand le candidat du Parti socialiste est soutenu du bout des lèvres par la majorité des siens, quand le candidat des Républicains fait campagne sans ses compétiteurs de la primaire qui ont déserté le champ de bataille. La question de la majorité ne se pose pas à nous. Elle se pose à ceux qui voient leur soutien se réduire comme peau de chagrin. Elle se pose à ceux qui ont déjà des frondeurs avant même les élections législatives. Permettez-moi tout d'abord... Dès la semaine prochaine, son parti va investir 577 candidats et il est très ferme. Chacun de nos candidats sera investi sous la bannière de la majorité présidentielle et non d'une étiquette ancienne et devra se rattacher politiquement et administrativement à cette majorité. Ce ne sera pas une majorité de circonstances, ni la réunion de minorités ayant chacune leur agenda, ce sera une majorité d'efficacité. Emmanuel Macron promet que parmi les élus, une personne sur deux sera issue de la société civile et la moitié sera composée de femmes. Le candidat précise aussi que ceux qui auront déjà été déclarés inéligibles ne pourront pas faire partie des troupes d'En Marche. Désormais, la priorité du candidat est de convaincre les 40% de Français encore indécis. Le pneumologue Michel Aubier va être jugé en juin par le tribunal correctionnel de Paris. En 2015, il avait menti sous serment devant une commission d'enquête du Sénat sur la pollution. Il avait omis de déclarer ses liens avec l'industrie pétrolière. Il risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. La présidence du Sénat avait signalé son cas à la justice en avril 2016. Et on va tout de suite écouter la réaction de la sénatrice écologiste Corinne Bouchoux. Elle était au micro de Tam Tranui, c'était il y a quelques instants. Oui, Corinne Bouchoux, est-ce une bonne chose que Michel Aubier comparaisse devant le tribunal correctionnel au mois de juin à la suite de cette omission sur ses liens avec Total devant la commission d'enquête du Sénat ? Écoutez, je pense que c'est une bonne chose. Je voulais au passage saluer le travail de la sénatrice Leila Ichi, puisque c'est lors de cette commission d'enquête que cette omission ou ce non-dit avait été constaté. Je rappelle que le bureau du Sénat avait été très clair. C'est peut-être d'ailleurs une première, me semble-t-il. Première depuis 1958. Voilà, donc c'est une bonne chose. Ensuite, moi je me réjouis du fait que la justice ait fait son travail. Et donc je ne vais pas, j'allais dire, commenter une décision qui n'est pas intervenue, mais je pense que c'est bien que ce monsieur puisse s'expliquer. Et donc qu'il puisse soit montrer qu'il n'avait pas compris ce qu'est un conflit d'intérêts, ce qui est une hypothèse, ou bien qu'il avait délibérément omis de signaler des activités non négligeables, si on regarde la rémunération qui est en question. Ça intervient aussi dans un contexte où la moralisation devient un impératif de plus en plus important dans la vie politique et dans la vie publique de façon plus large. Écoutez, c'est un vrai sujet. Moi, je ne peux pas faire un déplacement ou un marché sans que une personne ne m'accoste en me parlant effectivement de probité, de respect de la morale, de respect de la déontologie. Donc après, il y a la question de qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal, mais je pense que c'est très net, il faut entendre le message. Nos concitoyens en ont assez d'un certain nombre d'usages et de dysfonctionnements. Ils le manifestent sous diverses formes. Est-ce que ça ne montre pas aussi qu'il faut peut-être un peu mieux vérifier les interlocuteurs qui sont vus lors des commissions d'enquête ? Finalement, c'était sorti, mais un an plus tard, à travers un article du Canard enchaîné, mais la commission d'enquête ignorait ces liens. Écoutez, c'est une très bonne question, c'est-à-dire quels sont les moyens mis à disposition lors d'une commission d'enquête ? Et donc, est-ce qu'on fait un système à l'américaine avec un système de questionnaire, je crois, d'une 20aine de pages avant chaque audition de chaque personne ? Je pense qu'on peut toujours
s'améliorer. Et effectivement, cet événement montre que nous devons, pour nos commissions d'enquête, être extrêmement vigilants et que malheureusement, il y a des abus parfois. Oui. Une toute dernière question politique. Vous avez parrainé Benoît Hamon. Comment est-ce que vous réagissez à l'attitude de Manuel Valls, qui a refusé de le soutenir après la primaire et qui aujourd'hui rassemble autour de lui des personnes, on ne sait pas, peut-être pour préparer un soutien à Emmanuel Macron? Bon, écoutez, moi, ça n'est pas mon genre de donner des leçons aux uns ou aux autres, fût-il ancien Premier ministre. Après, la question que j'ai juste envie de poser, c'est est-ce qu'il n'y avait pas une charte de la primaire? Est-ce que tous ceux qui ont participé ne s'engageaient pas à soutenir le premier? Il me semblait qu'il y avait quelque chose de cet ordre. Et en tout cas, moi, je respecte chaque position, mais nos concitoyens ne supportent plus ce manquement à la parole donnée. C'est ce qui va tuer la démocratie. Merci beaucoup, Corinne Vauchoux, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Tam. Pénélope Fillon, convoquée à son tour par les juges d'instruction. Les enquêteurs cherchent à déterminer si le nombre d'heures déclarées pour son emploi à la Revue des Deux Mondes a été minimisé afin de respecter la réglementation légale sur le cumul d'emplois. Explication Mounir Soussi. Pénélope Fillon, seule face au juge. Elle devait être auditionnée aujourd'hui par les magistrats en charge de l'enquête. Contrairement à son époux, elle aurait accepté de répondre à leurs questions dans les locaux du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris. Elle fait face à 3 motifs de mise en examen. D'abord, pour recel de détournement de fonds publics pendant son travail d'assistante parlementaire, un emploi présumé fictif. Entre 1986 et 2013, elle a touché 680 000 € net pour cette mission. Ensuite, la justice soupçonne un recel d'abus de biens sociaux lors de sa collaboration à la Revue des Deux Mondes, où elle a publié 2 notes de lecture. En 20 mois, elle a perçu 5 000 € bruts mensuels pour 14 heures de travail déclarées. Enfin, le décompte de ces heures de travail est au cœur du 3e motif de mise en examen pour recel d'escroquerie aggravée et de faux et usage de faux. Les enquêteurs questionnent l'authenticité de documents saisis lors d'une perquisition du bureau de député de François Fillon. Ils soupçonnent le couple d'avoir minimisé le nombre d'heures de Pénélope Fillon à la Revue des Deux Mondes afin de ne pas enfreindre le règlement de l'Assemblée nationale qui limite à 180 heures par mois le cumul d'emploi pour ses salariés. Et on ouvre le premier débat de présidentielle 360 et on va s'intéresser ce soir à ces affaires qui sortent en période électorale avec mes invités sur ce plateau. Benoît Bringer, bonsoir. Vous êtes journaliste d'investigation pour l'agence Première Ligne. Vous travaillez notamment pour l'émission Cache Investigation. Vous êtes également membre de l'ICIJ. C'est le consortium international pour le journalisme d'investigation. Vous avez travaillé sur les Panama Papers. Merci d'être avec nous. Merci. Face à vous, Benjamin Blanchet, bonsoir. Vous êtes chargé de mission à l'USM, c'est l'Union syndicale des magistrats. Merci d'être sur ce plateau. Première question pour vous, Benoît Bringer. Est-ce que vous avez le sentiment que cette période électorale est propice justement à la sortie des affaires? Est-ce que les gens se livrent davantage selon vous? Alors je pense que les journalistes cherchent plus, c'est ce qui est assez normal puisqu'on est en campagne électorale, on doit faire un choix. On dit souvent en France que la présidentielle c'est la rencontre d'un homme et des Français, donc on a besoin d'être informé sur les hommes pour lesquels on va voter, les hommes ou les femmes d'ailleurs. Il se trouve qu'en plus, on parle beaucoup de François Fillon évidemment, il a eu des engagements très forts pendant la primaire sur l'exemplarité, sur la probité des hommes politiques, donc c'est assez logique que des journalistes vérifient s'il y a une adéquation entre ce que disent les hommes publics et leurs faits et ce qu'ils ont fait par le passé. Question pour vous à présent, Benjamin Blanchet. Comment toutes ces révélations finalement arrivent-elles aux journalistes? Est-ce qu'il y a des fuites et si oui, d'où viennent-elles selon vous? Ça, c'est très difficile à dire, voire impossible, puisque vous savez que les sources des journalistes sont protégées. Heureusement d'ailleurs, puisque ça découle aussi de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc c'est un droit qui est fondamental pour les journalistes. C'est aussi l'exercice de la démocratie, de la liberté de l'opinion. Et donc, c'est une question que vous pourriez poser à des journalistes, mais vous n'auriez pas de réponse. Et dans les affaires sensibles, on sait que les informations remontent à la chancellerie. Qui y a accès? Est-ce que le pouvoir politique, par exemple, peut avoir accès à certaines pièces? Alors vous avez effectivement des rapports d'information qui sont rédigés par les procureurs, qui sont transmis aux parquets généraux. Et ensuite, les parquets généraux informent à leur tour la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice. Mais d'une part, ces remontées d'informations ont sensiblement diminué depuis 2013, puisqu'on est passé environ de 12 500 à 7 500 à l'instant où je vous parle. Et ces éléments ne doivent absolument pas donner lieu à d'instructions individuelles de la part du garde des Sceaux
dans les dossiers qui auraient une connotation politique. Et on a beaucoup entendu ces derniers jours cette expression de cabinet noir, hein, c'est la ligne d'attaque choisie par François Fillon. Qu'en pensez-vous, Benoît Bringer? Je pense que c'est logique et c'est pas très original comme stratégie de défense d'attaquer le messager, d'attaquer ceux qui apportent des informations, en l'occurrence ça a été les journalistes, d'attaquer également la justice. Moi je pense que c'est la mauvaise question parce que les sources, les informations, elles viennent de partout. Elles peuvent venir d'autorités publiques, elles peuvent venir de lanceurs d'alerte, de gens qui sont dans des entreprises, qui ont accès à des données. Elles peuvent venir de la justice, certainement, du pouvoir politique. L'important, c'est que disent ces informations. Et c'est ça qui est le plus important, finalement. Même l'intention, moi quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui me donne une information qui est d'utilité publique, qui a intérêt à être dans le débat général, une information d'intérêt général, finalement l'intention de la personne m'importe peu. Il ne faut pas que je me fasse manipuler. C'est ça l'essentiel, bien sûr. Il peut y avoir un désir d'orientation justement d'une enquête d'un journaliste dans la période électorale. Oui, c'est possible. Mais la question, c'est est-ce que cette information est utile au débat public? Voilà. Si des personnes d'un cabinet noir avaient mis en place des rémunérations un peu excessives pour Pénélope Fillon, si c'est confirmé, là on serait dans une manipulation, mais les faits à la base, c'est ça qui importe et c'est là-dessus qu'il faut se pencher. Là on voit bien qu'il y a une tentative de diversion qui fonctionne. Parce que je pense qu'on se dit, c'est vrai, d'où ça vient, ces informations. On a une curiosité, les Français ont une curiosité, c'est normal. Et donc finalement, on voit que le débat prend sur cette question du cabinet noir, qui est à mon sens pas la question principale. François Hollande n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Benjamin Blanchet, est-ce qu'on peut déjà orienter une instruction? Est-ce qu'il peut y avoir des interférences de la part des cabinets ministériels? Est-ce qu'ils peuvent influencer une enquête selon vous? Non. Non, parce que la loi, alors c'est récent, certes, mais une loi de juillet 2013 donc, interdit ces instructions individuelles. Donc si elles étaient données, elles seraient illégales. Avant, il y avait une possibilité d'ordre de poursuite. Mais cet ordre de poursuite devait être écrit et versé au dossier. Donc il apparaissait tout de même. Alors après, certes, il y a toujours le fantasme du coup de téléphone donné directement à un procureur général ou un procureur de la République. Ça relève du fantasme par le garde des Sceaux. Oui, ça relève du fantasme parce que les magistrats répondent à une déontologie. Ils ont prêté un serment avant de commencer leur fonction et ce type d'intervention serait de toute façon très très mal vécu. Je ne pense même pas, compte tenu justement de l'intensité du travail journalistique que nous connaissons actuellement, qu'elle pourrait rester secrète. Donc elle se retournerait très rapidement contre son auteur. Benoît Bringer, est-ce que selon vous, il faut une trêve en période électorale? Surtout pas. Non, je veux dire la trêve et l'anomalie qu'on a vécue jusqu'à présent. Il n'y a pas de raison, par exemple, que Marine Le Pen ne soit pas entendue par les juges, alors même qu'elle est présidente à l'élection présidentielle, qu'elle se présente au suffrage des Français. Les Français doivent être informés et doivent avoir un vote en toute connaissance de cause. Donc je pense qu'au contraire, l'anomalie est l'immunité dont les hommes politiques peuvent bénéficier. Voilà, ça ne met pas en cause la politique d'un pays, on n'est pas sur des questions stratégiques extrêmement graves, c'est normal qu'on soit informé. À mon avis, à mon sens, la trêve ne se justifie pas du tout. Benjamin Blanchet, on a vu des élus LR qui demandent l'ouverture d'une enquête judiciaire sur des pratiques présumées illégales de l'Élysée. Est-ce qu'on peut justement mener une enquête sur l'Élysée ? Mener une enquête sur l'Élysée, non, parce qu'il faut composer avec l'immunité présidentielle. Il y a le statut protecteur du chef de l'État. Absolument, qui est conféré par la Constitution. On ne peut pas non plus perquisitionner à l'Élysée, parce que l'Élysée est considérée comme une enceinte militaire qui bénéficie de cette immunité. Et donc il y a des restrictions. Cela étant, les collaborateurs, les membres du cabinet du président de la République ne bénéficient pas de cette immunité. Les hauts fonctionnaires, les ministres non plus. Mais est-ce qu'il y a eu des cas où la justice parfois s'est interdite de juger des affaires en temps d'élection ? Non, pas véritablement. Il y a pu y avoir, mais de manière tout à fait sporadique, ce qu'on appelle des renvois, où on a tenu des audiences après la date prévue parce que l'affaire était d'un retentissement tout à fait moyen et au contraire, il aurait été sans doute contre-productif d'évoquer cette affaire alors qu'elle n'avait pas véritablement connotation politique de nature à influer sur un scrutin. Donc c'était plutôt pour éviter une désinformation et une injustice électorale
qu'on a pu programmer une audience après une élection. Mais jamais un tribunal s'est interdit d'évoquer une affaire, tout simplement parce qu'il y avait de hauts personnages politiques qui étaient impliqués dans celle-ci. Ouais. Est-ce que ça peut faire le jeu du Front National? C'est ce qu'on entend aussi, Benoît Bringer, la révélation de ces affaires? Je pense qu'il faut différencier aussi la révélation des affaires, qui, à mon sens, doivent être dans le débat public. Par la presse, j'entends. Oui, bien sûr, qui grâce à la presse, peuvent être dans le débat public. Et une petite musique qu'on entend constamment parce qu'on a des commentaires sur des chaînes d'infos continues en permanence là-dessus. C'est-à-dire qu'on l'entend du début à la fin. Au bout d'un moment, il y a une saturation de l'opinion publique. Et assez légitime, parce que d'ailleurs on peut sortir n'importe quelle information maintenant sur François Fillon. Je pense que ça n'a guère plus d'impact que ce qui a eu lieu déjà. Donc au bout d'un moment, effectivement, il y a une saturation et ça peut faire effectivement donner un sentiment de dégoût. Mais je pense que ce qui fait vraiment le jeu du Front National, c'est le sentiment d'impunité qu'ont en revanche les hommes politiques, les puissants, et le fait qu'ils ne soient pas des justiciables comme les autres. Ça, en revanche, c'est beaucoup plus grave, je pense. Et là, on n'est pas sur ce... Au contraire, on est sur l'exemple inverse. Ouais. On évoquait la protection des sources pour les journalistes. Comment réagissez-vous quand vous voyez certains PV d'enquête publiés dans la presse? Est-ce que cela vous surprend, par exemple, Benjamin Blanchet? Ça ne me surprend, non, ça ne me surprend pas parce que voilà, c'est une pratique maintenant qui est devenue assez courante, mais il faut quand même rappeler que c'est contraire à la loi, puisque l'instruction est protégée par la loi s'agissant de sa confidentialité. Le fait de divulguer ce type d'information, c'est passible de sanctions pénales, puisque ça peut constituer l'infraction de violation du secret professionnel, pour la personne qui le reçoit de recel de violation du secret professionnel. Mais il faut bien reconnaître que c'est une réalité. Cette réalité, encore une fois, est illégale, mais l'actualité nous montre que maintenant c'est une pratique devenue tellement courante qu'il est sans doute difficile de l'endiguer. Mais encore une fois, je pense que les journalistes seraient ça n'existe plus plus le à même secret que de moi pour vous l'instruction, instruire. finalement, Benjamin Blanchet. Pardon ? Ça n'existe plus le secret de l'instruction? Ça n'existe plus, ça existe dans le code de procédure pénale, ça c'est une certitude. Dans les faits, on doit assister à son dépérissement réel, ça c'est une certitude. Sur ce point, Benoît Bringer. Il faut savoir qu'il y a effectivement le secret de l'instruction et puis il y a le droit à l'information également. Donc effectivement, souvent le juge est amené à estimer est-ce qu'on est dans le droit de l'information ou pas. Avec le secret des sources, c'est difficile de poursuivre un journaliste pour violation du secret de l'instruction. Alors, peut-être qu'on pourrait se pencher sur le terme de recel, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu déjà des condamnations, ou en tout cas beaucoup de condamnations. Effectivement, nous, ce qu'on met en balance, c'est l'information du public. Voilà. Est-ce qu'on est sur une affaire suffisamment importante pour nécessiter d'aller sur la place publique avec des preuves? Parce que c'est extrêmement difficile de donner une information sans preuve. Et c'est vrai que les pièces, même si moi, je ne travaille pas beaucoup sur des pièces judiciaires, c'est vrai que les pièces judiciaires sont des éléments, évidemment, des éléments de preuve, ou en tout cas des documents qui ont une certaine importance. Ouais. Benjamin Blanchet, on a parlé d'une sale campagne, d'une campagne pourrie par les affaires. Est-ce qu'il y aura un avant et un après cette campagne pour la présidentielle? Est-ce que ça va impacter peut-être les méthodes de travail à la fois de la justice, mais aussi peut-être des journalistes d'investigation, selon vous? Probablement. Je pense en tout cas que s'agissant de l'institution judiciaire, elle a connu la crise la plus grave des 30 dernières années, compte tenu de la violence des attaques qui ont été portées contre elle par certains hommes politiques. Cela étant, elle va continuer de faire son travail, sans doute de manière encore plus approfondie, parce que les magistrats se spécialisent et ils devront, avant l'élection présidentielle, pendant, après, travailler avec la même intensité, pour une raison simple, c'est qu'ils sont indépendants. Très rapidement, Benoît Bringer. Et puis on est après, c'est la première élection présidentielle post-Cahuzac, post-scandale Cahuzac, et après la création du parquet national financier. Voilà, et c'est un parquet qui est nouveau, et effectivement, on voit la différence. En tout cas, c'est un parquet qui a la volonté d'agir vite, et je pense que la procureure Éliane Houlette... Quelles que soient les personnes concernées, que ce soit François Fillon ou encore Bruno Le Roux, on l'a vu récemment. Effectivement, donc je pense que ça aussi, ça marque une différence. Merci beaucoup, Benoît Bringer. Merci, Benjamin Blanchet, d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir le président du MoDem, François Bayrou, qui soutient, je vous le rappelle, Emmanuel Macron. Bonne soirée à tous.